va regarder ensemble qu'est-ce que la triangulation de l'évaluation parce que vous allez en entendre parler de plus en plus fréquemment. Et puis, c'est important de bien utiliser la triangulation là, pour pouvoir évaluer nos élèves adéquatement en 2021, en tout cas dans les années à venir. Donc, c'est suite à des recherches qui ont été effectuées là, à travers différentes provinces du Canada, mais aussi aux États-Unis. Quand on observe les données par rapport à l'évaluation, on sait qu'évaluer par triangulation là, va vraiment donner un meilleur portrait de l'élève, puis va nous permettre de mieux le guider également. Donc, on va y aller d'abord avec une image. Une image vaut mille mots, comme on dit. Ici, vous avez le fameux triangle de l'évaluation. C'est une image qui a été créée par TELUC, en fait, qui a été affichée sur le site de la TELUC. Vraiment intéressant. Donc, ici, ce qu'on voit, en fait, c'est que les critères d'évaluation sont au cœur, ici au centre. On a trois façons d'aller recueillir des données. Donc, on va parler de données ou on va parler aussi de preuves d'apprentissage. Donc, on va aller chercher idéalement là, plusieurs données par production. Ça, c'est ce qu'on a déjà l'habitude de faire depuis de nombreuses années. Les productions, ça va être des travaux d'élèves qu'on va recueillir, qu'on va évaluer à l'aide de différentes grilles d'évaluation. Souvent, on va utiliser les fameuses grilles descriptives que vous connaissez, qui sont produites par le ministère. Et puis, on va porter un jugement sur ces productions écrites là. Okay? On pourrait aussi ramasser des productions autrement que des productions écrites. Par exemple, un portfolio numérique pourrait compter comme étant une production, des images, des vidéos. Donc, il y a différentes façons. On va observer la production, on va porter un jugement sur ce que l'élève a produit finalement. Donc, on s'attend ici à un résultat de l'élève, là, un travail qu'il va nous remettre, puis qu'on va évaluer. Ensuite, on a deux autres façons, en fait, de récolter des preuves d'apprentissage, et c'est celle-là qu'on a moins tendance à évaluer, puis à utiliser surtout. On est moins outillés. Donc, les données d'observation, vous en entendez parler de plus en plus souvent. Il y a beaucoup d'enseignants qui ont envie d'évaluer, puis de garder des traces par observation, mais qui savent pas trop comment s'y prendre. Donc, l'observation, c'est effectivement un moyen excellent là, de garder des traces du processus d'apprentissage de nos élèves. On va se garder des données à différents moments de l'apprentissage, avant, pendant et à la fin d'une séquence d'enseignement, pour voir si l'élève progresse bien, puis pour voir surtout s'il a atteint, en fait, s'il répond aux critères d'évaluation qu'on a ciblés. Ça peut être en lien avec des savoirs, par exemple en mathématiques, la maîtrise des connaissances en mathématiques là, reliées au savoir de la PDA, mais aussi ça peut être en lien avec les compétences. Donc, les grilles d'observation vont être nécessaires à ce moment-là. Ça peut être aussi d'avoir un carnet dans lequel on va prendre différentes notes d'observation là, pour garder des traces de nos observations, des commentaires. Ici, le portfolio est très utile aussi parce qu'on peut garder et les productions écrites dans le portfolio et nos traces d'observation. Puis la troisième façon de récolter des preuves d'apprentissage, ça va être par la conversation. Donc, celle-là est moins connue dans le sens où on l'utilise toujours, on fait toujours des conversations avec nos élèves, puis quelque part, ça influence notre jugement, puis on en tient compte. Mais comment garder des traces de ces données-là? Comment rendre ça plus officiel dans notre processus d'évaluation pour y aller vraiment par triangulation? Donc, ici, on peut faire une entrevue avec l'élève, puis l'enregistrer pour pouvoir avoir des traces de conversations que je peux préserver dans le temps, puis auxquelles je peux me référer pour porter mon jugement là, quand arrive le temps par exemple, de porter un jugement au bulletin ou à la fin d'un cycle ou à la fin du primaire. Donc, de certifier les études. Ici, la conversation, ben c'est ça. Ça peut être l'entrevue, ça peut être aussi l'élève qui s'enregistre par lui-même, soit sous forme de vidéo ou d'audio. Et puis à ce moment-là, moi, je vais pouvoir écouter ces conversations-là et puis voir de quelle façon je peux m'en servir dans mon évaluation. Ce que les études démontrent, dans le fond, c'est que si on varie nos traces d'évaluation et qu'on utilise autant la conversation, la production que l'observation, notre jugement va être plus juste et on va mieux répondre aussi aux objectifs de l'évaluation, qui n'est pas seulement de porter un jugement à la fin d'un apprentissage, mais qui est aussi d'aider l'élève dans ses apprentissages. Donc, tout au long de son apprentissage, l'évaluation doit me servir à l'aider, à le guider pour qu'il puisse mieux identifier ses forces et ses faiblesses et qu'il puisse réajuster ses façons, ses stratégies de travail pour mieux réussir. Donc, on veut vraiment
euh, aider à la réussite de nos élèves en utilisant entre autres l'évaluation. On va aussi utiliser la triangulation de l'évaluation pour réguler notre propre enseignement, nos méthodes d'enseignement, pour cibler sur quelles notions on doit refaire du pouce, sur quoi on doit revenir, quels concepts mathématiques, par exemple, sont plus confus chez nos élèves qu'on veut développer davantage avant d'en arriver à une évaluation sommative. Donc, la triangulation de l'évaluation va vous permettre de dresser un vrai portrait de l'élève complet. Va amener aussi, va favoriser la différenciation pédagogique. Donc, on y reviendra, mais ça va vraiment aider à donner l'équité à chaque élève, être capable de que chacun ait les mêmes chances de réussite. Parce qu'on sait qu'on a des élèves qui réussissent moins bien lors de production, mais que si on garde aussi des traces de conversation et d'observation, on va être capable de voir et de démontrer qu'ils ont atteint les compétences qu'on a évaluées ou les critères qu'on a ciblés pour l'évaluation. Voilà. Donc, ça, c'est une petite présentation pour la triangulation. Maintenant, je vous ai mis aussi sur cette page un document qui est fort intéressant pour vous. Vous pouvez vous y référer. Je vais vous le présenter rapidement. Donc, les preuves d'apprentissage, en fait, c'est quoi une preuve d'apprentissage? Une preuve d'apprentissage, c'est la démonstration de ce que l'élève connaît et ce qu'il peut faire et peut exprimer. Le peut exprimer est important parce qu'on vient de parler de traces de conversation, entre autres. Donc, c'est ce qu'il peut faire, oui, les traces de production, mais aussi ce qu'il peut exprimer. Et ce qu'il connaît, hein, qu'on peut observer. Donc, les preuves d'apprentissage vont nous permettre de voir où en est l'élève à ce moment-ci, en ce moment, et où on veut l'amener pour qu'il fasse un pas de plus dans ses apprentissages. Pourquoi? Ben effectivement, les preuves d'apprentissage nous permettent comme enseignants de vérifier si l'élève a atteint les résultats d'apprentissage par rapport aux critères d'évaluation qu'on a établis. Et c'était bien écrit avec l'élève parce que l'élève doit toujours être informé des critères d'évaluation sur lesquels il est observé, sur lesquels on va garder des données. Donc, ça va aussi lui permettre à l'enseignant d'exercer un jugement professionnel davantage de qualité. D'adapter les stratégies d'enseignement, j'en ai parlé, mais aussi les stratégies d'apprentissage par rapport aux besoins de chacun des élèves. C'est là où on considère davantage la différenciation pédagogique, qui inclut la flexibilité pédagogique. Donc, un petit aparté, la flexibilité pédagogique s'adresse à tous dans la classe et ne s'adresse pas uniquement aux classes d'adaptation scolaire, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Donc, dans le cadre de notre enseignement, on se doit, c'est un devoir de répondre aux besoins de nos élèves et de considérer leur personnalité, leurs forces, leurs faiblesses, leurs différences, leur milieu culturel. Donc, en gardant des traces d'évaluation par triangulation, là, on va davantage adapter nos stratégies d'enseignement et les stratégies d'apprentissage à ces besoins-là. Fournir une rétroaction descriptive, c'est certain que plus on a de traces sous différentes formes, plus on est apte à donner de la rétroaction à nos élèves qui va être pertinente. Hein. Donc, la rétroaction également, pour en reparler, vous allez avoir une petite présentation un petit peu plus loin dans le module et puis on va y revenir aussi ensemble. Donc, quand, ça serait tout au long de l'apprentissage. La triangulation de l'évaluation et les preuves d'apprentissage, on ne les ramasse pas uniquement à la fin d'une séquence d'enseignement. Le comment, ben ici, je vous en avais donné un aperçu tantôt, mais on va le regarder rapidement quand même. Donc, le personnel enseignant utilise une variété de stratégies d'évaluation afin de susciter des preuves d'apprentissage de l'élève. Ces stratégies devraient permettre d'obtenir des preuves d'apprentissage par triangulation, c'est-à-dire par observation, par conversation et production. En utilisant la triangulation, on tient compte de tous les styles d'apprentissage et l'on engage tous et tous les élèves, y compris ceux et celles qui éprouvent des difficultés à s'exprimer par écrit et ceux et celles qui n'ont pas l'habilité d'entreprendre une tâche d'évaluation écrite en vue de démontrer leurs apprentissages. Et ça provient de Anne Davis. Je vous ai mis la référence parce que Anne Davis est très reconnue là, dans le domaine de l'éducation pour ses recherches et puis elle a travaillé beaucoup en lien avec l'évaluation des apprentissages. Donc, les avantages de l'évaluation par triangulation et du processus des preuves d'apprentissage, hein, le fait de récolter des preuves d'apprentissage tout au long de la séquence d'enseignement, tout au long de l'année aussi. Ça augmente la fidélité et la validité de l'évaluation. Ça, c'est vraiment important. Votre évaluation va être plus valide. Donc, s'il y a des parents qui vous questionnent par rapport à vos méthodes d'évaluation, vous pourrez là,
ne vous gênez pas pour leur dire que, en fait, plus on a de traces sous différentes formes, hein, des formes variées, plus notre évaluation est valide. Donc, avoir un portrait juste, hein, de ce que l'élève connaît et ce qu'il peut exprimer. Et ça facilite aussi la mise en œuvre de la différenciation pédagogique. Donc, voilà pour ce petit document. Ensuite, ici, c'est certain là, que moi, je vous fais une petite présentation en bref des documents qui sont présents sur cette page-là, mais je vous encourage vraiment à aller les relire pour pouvoir y aller plus en détail. Donc, par rapport aux données, on va aller ici. Il y a différents types de données. Ici, comme ça, je vais vous montrer une première photo. Là, on va un petit peu plus dans les détails. C'est vraiment un survol qu'on va faire. C'est pas quelque chose que vous devez maîtriser par cœur, évidemment. C'est vraiment juste pour que vous soyez un peu plus sensibilisés au type de données qu'on peut récolter quand on est un enseignant. Donc, il y a des données tertiaires, secondaires et des données d'observation. Nous, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est les données primaires, données d'observation, mais on va quand même faire un survol des autres données. Donc, par exemple, les données tertiaires, on pourrait avoir les résultats là ici du centre de service, les résultats provinciaux, les études nationales. Donc, ça nous touche moins comme enseignants. Ça va être à l'occasion, hein, puis c'est surtout les gestionnaires qui vont s'occuper de ces données-là d'analyse qui vont être récoltées. Les données secondaires, c'est les notes de test, les résultats de bulletins, les examens du ministère, hein, par rapport au centre de services scolaires et les examens du ministère, mais aussi les examens offerts par le centre de services scolaires. Donc, ça, c'est de façon périodique. Généralement, c'est en fin d'année scolaire. C'est les directions d'école qui vont s'en occuper. Les conseils d'établissement vont avoir leur mot à dire. Et puis, les professionnels, donc conseillers pédagogiques, on va être impliqués dans la récolte de ces données-là. Ce que ça va faire, par contre, c'est que ça va concerner certains enseignants en fin de cycle qui vont devoir administrer ce type d'examen. Donc, les données primaires, c'est vraiment ce qui vous concerne à tous les jours dans votre classe. On va récolter des travaux d'élèves, des résultats obtenus à l'aide d'outils d'observation. Donc, c'est là qu'on veut avoir des grilles d'évaluation, des fiches de suivi, un journal de bord, un carnet, des enregistrements. Et c'est là que parfois les enseignants, quand on va commencer à appliquer un petit peu plus ces façons-là de récolter des données, eh bien à ce moment-là, le portfolio numérique ou le portfolio papier aussi va devenir un peu plus intéressant, mais particulièrement le portfolio numérique. Donc ici, la nature des données va devenir plus spécifique. Ça va être en continu, hein, on va récolter ça de façon fréquente dans notre classe. Et ça concerne les élèves, les enseignants, l'équipe école et évidemment les parents qu'on va informer là, de ce qu'on récolte avec eux. Donc, ça vous donne une petite idée parce que quand même, il y a plusieurs degrés de données qu'on doit récolter pour faire des analyses. Là. Puis éventuellement, voir aussi qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui fonctionne moins bien dans les écoles. Ensuite de ça, ici, je vais l'agrandir encore un petit peu, ça va vous aider à voir. Donc, les données qualitatives versus les données quantitatives. Les données recueillies en milieu scolaire peuvent être de nature qualitative ou quantitative. On va voir brièvement la différence. Encore là, c'est pas quelque chose que vous devez retenir. C'est vraiment pour votre information, pour que vous sachiez un petit peu plus ce qui vous concerne dans votre rôle d'enseignant. Donc, la nature des données qualitatives, on parle de qualité, évidemment. Qu'est-ce que c'est? Ben, ce sont des données qui sont non numériques, hein, qui vont fournir à l'élève des renseignements sur la nature d'un objet. Donc, données souvent présentées sous forme de catégories. On parle ici de degré d'observation, d'entretien. On va mesurer une aptitude, une attitude, ça peut être par rapport au comportement, des capacités. Et donc, ici, on n'ira pas dans les grilles descriptives avec des résultats scolaires quantifiés. Hein, on va vraiment y aller par plus des commentaires constructifs, des observations qu'on a faites qui vont pouvoir guider l'élève là, dans son cheminement pour qu'il puisse s'améliorer. Tandis que les données quantitatives, celles-là, c'est vraiment les données qui fournissent des renseignements sur un objet à décrire. Donc, des données présentées sous forme d'unités de mesure, les gradations A, B, C, D, les cotes en pourcentage. Donc, tout type d'instruments de mesure associés à des données numériques, les résultats obtenus, les scores, ce qu'on va donner dans le bulletin. Donc, ça va concerner plus les données quantitatives. Ce qui est important, c'est d'aller chercher un équilibre. Hein. On veut aller le moins possible au quotidien dans les quantitatives parce qu'on veut aider l'élève à progresser par l'évaluation. Par contre, en fin de parcours, en fin de séquence d'enseignement, à l'approche d'un bulletin scolaire, à la fin d'un cycle ou d'un niveau scolaire, là, on va aller vers des données quantitatives.